Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second magazine du CNCH 2019. Au sommaire de cette édition, d'abord, nous ferons un point sur la réforme des surspécialités des internes en cardiologie. Ça y est, une 6e année pour les surspécialités en coronarographie et rythmologie a été actée. Et bien sûr, cela n'est pas sans conséquence en termes d'organisation des services. Et nous verrons les modalités de cette réforme et comment la mettre en vigueur avec Pascal Chemali, cardiologue au Chennai, et membre du bureau du Collège des cardiologues en formation, et Benjamin Allos, praticien hospitalier au CHU de Poitiers et président du Collège des cardiologues en formation. Puis nous découvrirons Tips and Tricks Academy, l'appli en cardio-interventionnel. Raphaël Lasserre et Grégoire Ranger, deux des fondateurs, seront sur notre plateau et nous dévoilerons en avant-première cette application. Et enfin, Bernard Livarec nous rejoindra, cardiologue au Centre hospitalier de Versailles et expert judiciaire. Il nous évoquera un sujet qui nous concerne tous, comment éviter une mise en cause judiciaire au cours de la carrière d'un médecin et donc d'un cardiologue. La question se pose. C'est parti pour 36 minutes. D'abord, nous allons donc parler de la réforme des surspécialités des internes en cardiologie. Elle a été actée et maintenant se pose donc la question de sa mise en place. L'année dernière, en effet, un décret a été voté pour faire passer de 5, voire même 6 ans l'internat en cardiologie. Rappelons d'abord, Benjamin Allos, le contexte. Pourquoi ont-ils fait cette réforme ? Alors, à la base, la maquette de l'internat de cardiologie, c'était 4 ans, ce qui était la durée en fait, la plus faible en Europe avec 2-3 autres pays. Donc le but était d'allonger la durée de l'internat, pas seulement pour le faire coller aux standards européens, mais aussi pour faire en sorte que les gens soient formés à la fin de l'internat. Jusque-là, les gens en fait, se formaient après l'internat dans des conditions qui étaient des fois un petit peu compliquées. Là, le but, c'était d'avoir une période unique de formation pendant l'internat. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin forcément d'1 à 2 années supplémentaires. Donc il y a 1 année supplémentaire pour l'imagerie en coupe, c'est ça, et 2 années supplémentaires pour la rythmologie et la coronarographie. C'est bien cela ? C'est ça. Oui, c'est ça en fait. On a donc 4 ans, on a une phase socle qui dure 1 an. On a une phase de consolidation qui va durer 3 ans. Donc on arrive à 4 ans d'internat. On passe la thèse et après, donc, soit on ne veut pas se surspécialiser, on fait une dernière année d'approfondissement, soit on fait une surspécialité. Il y a la rythmologie et la coronarographie qui sont passées à 6 ans. En fait, on fait 2 ans de surspécialité et l'imagerie d'expertise qui est restée à 1 an. Donc on fait en tout 5 ans de cardiologie. Ça fait un peu un internat de vitesse, parce qu'il y a certaines spécialités qui sont de 5 ans et d'autres de 6 ans. Pourquoi ? Effectivement, ce sont des surspécialités, donc ça correspond en fait à ce qu'on avait avant les diplômes interuniversitaires, les DIU, qui étaient passés soit pendant, soit après l'internat, et qui pour la coronarographie, la rythmologie et l'imagerie en coupe étaient à 2 ans. Donc 2 ans, ça paraît logique pour la coronarographie et la rythmologie. L'imagerie d'expertise, c'est pour du scanner, de l'IRM, mais aussi de l'échographie d'expertise. Et ça paraît effectivement beaucoup trop court, 1 seule année de formation, même si elle était à temps complet, pour arriver à valider tous les objectifs qui sont contenus justement dans le décret qui est passé récemment. Donc effectivement, ça fait en tout cas pour la surspécialité un peu une formation de vitesse. Et cette réforme, ça y est, elle est applicable à partir de quelle promotion va-t-elle être appliquée ? Alors effectivement, c'est déjà applicable et c'est pour la promotion qui a passé l'internat en 2017. Donc c'est-à-dire, c'est ceux qui vont arriver là à la fin de, au moment où vraiment ils devront complètement avoir choisi leur surspécialité et même presque commencer la formation à la fin de l'année prochaine. Donc c'est vraiment pour très très vite. Concrètement, Pascal, est-ce que les internes pourront choisir leur surspécialité ou c'est en fonction des besoins des services ? Alors, les internes veulent choisir, bien sûr. On a tous envie de faire de la choro, de la rythmo, peu importe. Mais on ne sait pas encore comment ils vont pouvoir choisir. Ça veut dire que même s'il y a déjà des internes qui sont touchés par cette réforme et qui sont en cours de cursus, on ne sait toujours pas comment va être décidé l'accès à ces surspécialités. On ne sait pas, est-ce que ça va être le coordinateur régional, est-ce que ça va être en fonction du classement de l'ECN, en fonction de la maquette. Donc on a pour l'instant encore des points d'interrogation. Ça reste très flou du coup. Il n'y a pas de répartition en fonction des besoins des hôpitaux. Ça va être au petit bonheur de la chance ? Non, c'est vrai que là, pour la première promotion, donc celle de 2017, on a eu les postes, le nombre de postes par région et par spécialité, par surspécialité, qui sont tombés cet été. Et en fait, la première version, on a vu qu'il y avait, selon les régions, en fait, d'énormes disparités et qui sont complètement en décalage avec les besoins locaux.
Et donc, il y a eu évidemment une grosse protestation qui a permis de faire en sorte que cette feuille de route soit changée. Et donc là, on est un petit peu tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire que par exemple, dans certaines régions, on avait plus de postes de surspécialité que d'internes en formation. Donc forcément, le but étant aussi d'avoir quand même des cardiologues, entre guillemets, généralistes qui puissent aussi être en ville et remplacer tous les cardiologues qui partent à la retraite, qui sont quand même très nombreux. Tout le monde ne veut pas forcément faire une surspécialité, mais là, il y a plus de postes de surspécialité que d'internes dans certaines régions. Dans d'autres, c'est l'inverse. Et donc, ça fait vraiment effectivement une sensation de flou parce que tout a changé en quelques semaines, parce qu'effectivement, les choses n'étaient pas adaptées. Est-ce qu'au niveau des examens, c'est moins flou? On en sait un peu plus ou pas? Il n'y a pas d'examen pour l'instant au final. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de copinage qui peut être rentré en ligne de compte? Effectivement, les modalités de choix de la personne qui va pouvoir avoir accès à telle ou telle surspécialité sont en fait probablement quand même beaucoup à l'appréciation de chaque interrégion, chaque coordinateur du diplôme. Et effectivement, on était censé avoir quand même à cette heure-là des informations un peu plus précises parce que est-ce que c'est en fonction des stages qui ont déjà été effectués par l'interne? Parce que des internes qui sont en cours d'internat actuellement ont envie de faire de la rythmologie par exemple, ont peut-être fait 1 ou 2 stages de cette spécialité et comme tu disais tout à l'heure, ne vont pas forcément pouvoir y avoir accès parce que peut-être que ça s'est mal passé avec la personne qui va décider du choix. Peut-être que dans tel ou tel endroit, il n'y aura pas de poste à ce moment-là. C'est encore assez flou, effectivement. Et les examens dont vous parliez, c'est totalement, c'est pas noté, enfin c'est noté, mais c'est pas quelque chose qui va sanctionner vraiment la réussite et le passage en année supérieure ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est totalement presque facultatif comme résultat. En tout cas, une chose est sûre, les années d'internat vont se rallonger d'1 ou 2 ans, peu importe, mais elles vont se rallonger. Et ça pose du coup la question de la place des internes. Est-ce qu'ils vont, dans le fond, combler un petit peu les trous ou réellement se former pendant ces 1 ou 2 années supplémentaires? Justement, ça va être la question, parce que ces 2 années supplémentaires, donc faisait avant pour se surspécialiser, après l'internat, vont maintenant être intégrées à l'internat. Et donc, effectivement, ça va être toute une mise en place, une organisation qu'il va falloir faire dans les services pour pouvoir donc à la fois rémunérer ces internes correctement, puisque ça va être normalement c'était dans le poste internat, donc on avait une rémunération un peu difficile, un peu différente, on va dire. Là maintenant, ce sont des internes en autonomie et il va falloir des gens pour les former puisque ces internes vont être là pour apprendre et donc il va falloir qu'il y ait des formateurs qui aient un temps dédié à leur formation et ça ne doit pas être juste une tâche en plus, ça doit être vraiment une formation dédiée à ces médecins. Et là, il y a une formation qui est dédiée pour ces médecins ou pas encore? Actuellement, c'est plutôt... en général, on le fait dans le post-internat. Donc, effectivement, il y a des médecins, mais c'est un peu flou. Oui, pour l'instant, de toute façon. Alors, en vrai, pour l'instant, il n'y a pas encore d'interne à cette phase du cycle de l'internat qui, du coup, est en phase de surspécialisation. Mais il y a toujours les jeunes médecins qui sont soit en fellowship, soit autres, en DIU, qui se forment actuellement. Maintenant, leur place dans le service en tant qu'interne, ça va être un peu compliqué. Il y a 2 problématiques. Il n'y a pas assez d'internes de cardiologie en France. Et la présidente de la SFC essaye depuis longtemps d'alerter les autorités pour avoir plus de postes d'internes. C'est malheureusement pas encore le cas. Donc est-ce que ces 5e et 6e années de cardiologie vont être considérées comme des internes qui vont pouvoir, pendant au moins une partie de leur post-internat, enfin post-internat classique, faire boucher les trous, ce qui ne serait vraiment pas du tout le sens de la réforme initialement. Mais malheureusement, j'imagine que ça peut se développer dans certains endroits où il y a vraiment un gros manque d'internes, ou est-ce qu'ils auront à temps complet les moyens de se former à la technique pour laquelle ils sont censés avoir signé. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Et l'autre enjeu, c'est d'avoir un statut qui soit vraiment en rapport avec leur niveau de compétence et leur niveau de responsabilité, parce qu'on va attendre d'eux plus de choses qu'un interne classique qui est en 2e année ou 3e année. Donc il faut vraiment que tout le monde soit vigilant là-dessus, et il faut espérer que ce soit uniforme sur toute la France et qu'il n'y ait pas des disparités, pas de copinage, pas de ce dont on avait parlé. C'est ce qu'on va espérer. Et en termes aussi de rémunération, vous posiez la question tout à l'heure, justement, pour les internes, est-ce qu'on en sait un peu plus ou pas ? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, on a des demandes spécifiques. On voudrait justement que ces internes soient mieux rémunérés parce qu'ils vont faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le travail qu'on faisait avant dans le post-internat. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Bon, il va falloir patienter. Merci à tous les deux. Merci Pascal Chemali, merci Benjamin Allos. On va parler maintenant d'une application Tips and Tricks Academy. Eh bien, ça vous parle? Peut-être, sûrement même. C'est une nouvelle application qui va, au travers de vidéos de 3 à 5 minutes, révéler des trucs et astuces, comme son nom l'indique, en matière de cardio interventionnel. Et je suis du coup en présence de Raphaël Lasserre. Bonjour Raphaël.
Bonjour Géraldine. Et Grégoire Ranger. Bonjour Géraldine. Vous êtes tous les deux fondateurs de cette application. D'où vous est venue cette idée? Un matin, vous vous êtes dit, tiens, je vais aller créer une application? Alors, il faut demander à Raphaël, c'est lui à l'origine du projet. Il en rêvait en se rasant, c'est ça? Non, on peut quand même faire un état des lieux et constater que la formation d'un cardiologue interventionnel doit avoir lieu pendant toute sa vie. On a une continuité, la formation ne s'arrête pas à la fin du clinica et les congrès qui sont fortement utiles pour apprendre des choses et pour partager avec nos collègues ne suffisent malgré tout pas à progresser et à rester formés pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière. Et le constat aujourd'hui est qu'il existe des formations sur Internet de bonne qualité, mais qui prennent du temps, des formations d'1 heure, 2 heures. Et globalement, on sait bien que l'évolution se fait vers une formation via les smartphones. Et on se doit donc de proposer à nos collègues des outils vidéo qui pourront être disponibles sur un smartphone. On utilise tous finalement notre smartphone pour se former, enfin, que ce soit pour jardiner, pour cuisiner, vous-même, non? En moyenne, on passe 3 à 4 heures sur nos smartphones par jour. Donc le débit Internet, il passe maintenant majoritairement par les smartphones, puis par les portables, puis par les PC. Donc clairement, on est tous maintenant connectés via nos smartphones. Et donc la formation va passer par les smartphones avec des outils adaptés, avec des vidéos adaptées. C'est vrai qu'il semblait manquer vraiment des outils pédagogiques pour pouvoir répondre à des questions qu'on se pose tous les jours, comme le disait Raphaël, notamment dans la vie pratique du CatLab, où on a des petits trucs et astuces chacun et on les échange de temps en temps en congrès. Et puis on s'est dit comment offrir un outil qui permette d'échanger ça à grande échelle, comme on le fait maintenant avec les réseaux sociaux ou des applications smartphone. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'échanger plus facilement chacun son expérience pour qu'elle puisse bénéficier à tous. Parce que la formation en France pêche? En tout cas, la formation en France, non, ne pêche pas. Il y a une formation assez de bonne qualité, théorique, mais sur la formation pratique, elle se fait sur le terrain, elle se fait dans les salles de coronagraphie, avec avec du compagnonnage, avec des fellowships. Mais tous ces trucs et astuces qu'on apprend uniquement sur le terrain, eh bien, là, ça sera un moyen de les diffuser. Et c'est aussi comme ça qu'on s'améliore et qu'on apprend. Ben justement, on va regarder un extrait de ces trucs et astuces. Regardez. Raphaël Lasserre, comment fonctionne concrètement cette application? Alors tout d'abord, en 2018, avec Grégoire, on a fait une journée de tournage où on a essayé d'imaginer comment élaborer ces films de manière courte, synthétique. Je veux dire, l'objectif n'est pas de transmettre une intervention dans sa globalité, mais de vraiment transmettre les trucs, les astuces, le nectar des astuces qu'on apprend sur le terrain avec nos collègues. Donc en 2018, on a fait cette phase pilote. Cette année 2019 a été une phase où nous avons structuré le projet avec l'arrivée de Mathieu Gaudin, qui va beaucoup nous aider parce qu'il a une grande connaissance de la pédagogie, des lives. Et nous avons donc un comité de pilotage où tous les trois, nous allons soutenir et élaborer ce projet. Nous avons donc cette année des relations avec l'industrie où nous cherchons des sponsors, bien évidemment, car il doit s'agir d'un projet fédérateur, le plus fédérateur possible, où chacun peut se reconnaître. Parce qu'une vidéo coûte cher, j'imagine aussi. Il faut des fonds pour financer toutes ces vidéos. Oui, une vidéo, ça coûte cher, mais le modèle qu'on a appliqué est relativement raisonnable par rapport à ce qui se fait sur le marché. Une vidéo, en gros, ça sera 1 000 €, sans compter évidemment toute la partie hébergement et application. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre 100 vidéos en ligne courant 2020. On espère en premier semestre 2020, peut-être un peu plus tard, parce qu'il faut qu'on lève des fonds.
Actuellement, on a des sociétés qui nous suivent. On a reçu un très bon retour des industriels, notamment des stents, où ils voient un grand intérêt pour eux à ce type d'application. Donc on a déjà 2 sociétés, Abbott et Terumo, qui se sont engagés à nous aider. Il y a 2 autres sociétés qui, oralement, nous ont dit qui vont nous soutenir. Et voilà, on espère que d'autres sociétés vont nous accompagner. On a besoin d'un seuil critique pour pouvoir lancer les tournages. Et là, il y a des tournages qui vont être lancés incessamment sous peu. Et où est-ce qu'ils vont se faire? Partout en France? Alors bien sûr, l'idée c'est d'aller voir les meilleurs experts français en cardiologie interventionnelle, qu'ils soient en clinique, en CHU ou en hôpital général, et de représenter la diversité de notre communauté et d'aller chercher partout là où il y a les meilleurs pédagogues et les meilleurs experts. L'idée, c'est véritablement que fin 2020, on ait une application mobile avec 100 vidéos dessus et que tout un chacun, un interne qui prend son métro, qui a 5 minutes à perdre dans le métro, il va cliquer sur l'appli, il va aller voir les 2 derniers films qui sont sortis. Quand on est de garde et qu'on attend un infarctus, on va cliquer parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux films qui sont sortis également, ou parce qu'on est en difficulté technique au bloc, on sait qu'il y a des tips and tricks, et on a vraiment besoin de cette information sous la main, simplement. C'est simple, mais c'est concis aussi. C'est ça aussi votre marque de fabrique. C'est important parce qu'on est toujours pressé. Enfin, vous disiez 3 à 5 minutes, pas plus les vidéos. Exactement. En fin de compte, on s'inspire de la façon dont on consomme Internet et notamment sur les smartphones. C'est-à-dire que les vidéos qui durent plus de 3 à 5 minutes, Raphaël le connaît bien, ça n'intéresse. Enfin, les gens ont du mal à rester plus de 3 à 5 minutes. Ils l'utilisent, comme il l'a dit, dans des périodes creuses, dans des périodes où on attend, où on a un peu de temps. Et donc, il faut faire court. En plus, nous, c'est adapté au message qu'on veut passer. C'est-à-dire, on a un truc, une astuce qui vous permet de vous sortir d'une situation difficile. Eh bien, on va vous la proposer sur une application extrêmement moderne, type Netflix, où on retrouvera très facilement nos petits et la vidéo dont on aura besoin. Et donc voilà, on veut faire vraiment un outil moderne, adapté à la façon dont on consomme Internet maintenant. Les outils seront classés par thème, mais aussi par niveau d'expertise. Et ainsi, ce n'est pas un outil simplement destiné aux jeunes cardiologues, mais les meilleurs experts sauront partager et découvrir ce qui se passe dans les autres centres. Et c'est uniquement en cardio-interventionnel? Vous allez vouloir... Le modèle, on va d'abord déployer ce modèle en cardiologie interventionnelle, mais j'ai des collègues rythmologues interventionnels qui trouvent l'idée formidable. Et si ça fonctionne bien en cardio-interventionnel, bien sûr, on déclinera la rythmologie interventionnelle sur 2021 et puis ensuite. Donc vivement 2020 pour avoir cette application. Tips and tricks. Merci Raphaël Lasserre, merci Grégoire Ranger. On va maintenant parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui concerne tous les médecins et notamment les cardiologues, la mise en cause judiciaire. Bernard Livarec, bonjour. Bonjour. Vous m'avez rejoint sur le plateau, vous êtes cardiologue au Centre hospitalier de Versailles et vous êtes aussi expert judiciaire. Alors, un jour ou l'autre, on peut être mis en cause dans une affaire. Comment, Bernard Livarec, s'exerce la responsabilité médicale? Alors pour mémoire, la responsabilité médicale, c'est une responsabilité dite contractuelle. Ça résulte d'un arrêt qui est très ancien, qui date de 1936, qu'on appelle l'arrêt Mercier, qui dit qu'il se crée en quelque sorte un contrat entre le médecin qui prend en charge le patient, et à l'époque on disait que c'était un client et pas un patient. Donc pour le médecin, il est en charge d'appliquer les recommandations et l'état de l'art pour son patient, et puis le client à l'époque était en charge de le payer. La cardiologie est une discipline quasi chirurgicale. Des interventions sont pratiquées tous les jours dans les centres de cardiologie invasive et il n'est pas rare que des complications surviennent après des procédures parfois longues, complexes. Le risque zéro, on est d'accord, n'existe pas. Bien sûr. Bon. Et du coup, est-ce que le nombre de plaintes augmente d'année en année ou les patients sont plus indulgents? Alors, quand on regarde les statistiques des plaintes, on n'a pas l'impression qu'il y a une augmentation du nombre des plaintes. Généralement, ces statistiques sont publiées de manière annuelle par le sous-médical. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la nature des plaintes, la nature des procédures qui suscitent les plaintes. Et c'est vrai qu'on a un virage sur la rythmologie interventionnelle. La cardiologie interventionnelle, ça reste à peu près stable. Mais tout ce qui est structurel, la cardiologie structurelle et la rythmologie interventionnelle viennent maintenant prendre un petit peu le haut du pavé, si on peut dire, dans ce domaine. Quelles sont les voies pour une mise en cause judiciaire ?
Alors, on va éliminer tout de suite la plainte au Conseil de l'ordre parce que généralement, ça concerne les relations entre les médecins. Et en fait, il y a 3 grandes voies. Il y a une voie qui est dite amiable. Hein. C'est une voie qui a été créée par la loi Kouchner qui date de mars 2002. C'est la voie de la sollicitation de la CCI, Commission de conciliation et d'indemnisation. Au départ, ces commissions étaient régionales, c'est maintenant des commissions nationales. Donc là, quand vous êtes un patient et que vous estimez que vous n'avez pas été bien pris en charge, vous allez sur Internet, vous téléchargez un dossier, vous remplissez le dossier et vous adressez ce dossier à la CCI. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à l'aide d'un avocat. Et en fait, la première chose que va faire la commission, c'est qu'elle va regarder si votre demande est recevable. Il faut pour cela qu'il y ait une atteinte à l'intégrité physique et psychique qui soit de plus de 24%. Par exemple, il faut avoir perdu un œil, il faut avoir été amputé, il faut avoir eu de gros dégâts, il faut être décédé éventuellement. Voilà. Donc cette commission-là, elle est amiable. Elle va, si votre demande est recevable, diligenter une expertise, donc nommer un expert judiciaire. Cette fois-ci, il est judiciaire, hein, mais ce n'est pas une commission judiciaire, c'est une commission qui est dirigée par un ancien juge ou par un juge, mais qui n'est pas judiciaire, qui est amiable. Donc cette commission va nommer un expert. L'expert va convoquer les parties, va rendre une expertise qui va être basée sur les questions listées dans la mission qu'a donnée la commission. Et puis ensuite, la commission va se réunir, elle va entendre les parties pendant quelques minutes, c'est assez court, elle va rendre un avis. Et cette commission, elle sert principalement à l'indemnisation. C'est-à-dire que les gens cherchent une indemnisation et la commission va statuer pour savoir qui paye. Si c'est un aléa thérapeutique, ça va être l'ONIAM, c'est-à-dire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Et si c'est un dommage qui est lié à une faute médicale prouvée, ou si c'est une infection nosocomiale, on considère qu'une infection nosocomiale, c'est assimilé à une faute, à ce moment-là, c'est l'assurance de l'établissement ou du praticien qui va prendre en charge l'indemnisation. Comment éviter cette mise en cause judiciaire? Est-ce qu'il y a une règle de base à adopter justement pour éviter ce que vous nous avez décrit à l'instant? Alors, simplement pour finir sur la question précédente, qui n'a pas été complètement développée, si vous me permettez, les 2 autres voies sont la voie civile et la voie pénale. La voie civile, c'est soit le tribunal administratif quand le patient est pris en charge dans un contexte de secteur public, soit le tribunal de grande instance quand le patient est pris en charge dans le cadre du privé, même le privé à l'hôpital, le libéral à l'hôpital. Et donc à ce moment-là, de la même manière, on peut se faire aider d'un avocat, et là c'est même recommandé. Le juge, lui, ne va pas voir si c'est recevable ou pas. Il va nommer un expert. L'expert va avoir une mission, donc un ordre de mission et des questions auxquelles il devra répondre. Il va rendre son expertise et ensuite, à l'aide de cette expertise, le juge va s'appuyer sur cette expertise pour rendre un jugement et pour décider ou non d'une indemnisation. Et alors, pour qu'il y ait indemnisation en juridique, il faut qu'il y ait une triade. Il faut qu'il y ait un dommage, certes, il faut qu'il y ait une faute prouvée, et il faut qu'entre les 2, il y ait un lien de causalité établi. S'il y a l'un des 3 qui manque, eh ben, il n'y a pas d'indemnisation. Et puis, pardonnez-moi, la dernière voie, c'est le pénal. Alors, le pénal, ce n'est pas une voie pour se faire indemniser. C'est une voie soit pour la société, le procureur, etc., pour aller comprendre une mort illégitime, un avortement, des choses qui ne sont pas faites de manière légale, ou pour un particulier, pour se faire un médecin, entre guillemets. Et donc ça, ce n'est pas une voie d'indemnisation. Donc la voie pénale, c'est une voie particulière où il faut effectivement un avocat. Et si les gens veulent être indemnisés, ils doivent se porter partie civile. Et s'ils se portent partie civile, ils ont une chance d'être indemnisés, mais seulement si le procès pénal établit une responsabilité. Si, au terme du procès pénal, il n'y a pas de responsabilité établie, on dit en justice que le pénal tient le civil en état, et à ce moment-là, si la faute pénale n'est pas reconnue, le civil s'éteint. Et il n'y a pas d'indemnisation. Donc c'est une très mauvaise voie pour un particulier pour se faire indemniser. D'accord.
Bon, mais en tout cas, Voilà pour les le trois. patient, merci, les 3 voies, donc CCI, civil et pénal. Et comment éviter une mise en cause judiciaire quand on est médecin? Est-ce qu'il y a des règles à Alors, adopter? il y a des règles assez simples. La première règle, c'est la communication. Il faut parler aux gens. Quand on leur propose un examen qui comporte un risque, il faut leur donner de l'information. Il faut leur donner de l'information sur la manière dont on va les prendre en charge, sur les risques de cette prise en charge, sur les alternatives. Et quand on propose des examens qui comportent un risque ou une prise en charge qui comporte un risque, il faut leur donner un délai de réflexion. Donc ça, c'est la première chose. Communiquer, avoir un lien et prendre du temps. La deuxième chose, c'est qu'il faut tracer ce qu'on fait. C'est-à-dire que non seulement il faut communiquer, mais il faut pouvoir apporter la preuve que l'on a communiqué. Parce que en termes de prise en charge, on est astreint à une obligation de moyens et pas de résultats. On n'est pas Dieu, on ne guérit pas tous nos patients. Mais pour ce qui est de la traçabilité de l'information, il y a une inversion de la charge de la preuve. Ce n'est pas au patient à prouver qu'il n'a pas été informé, c'est au médecin à avoir les preuves qu'il a bien informé son patient. Donc on doit... Tous les moyens sont bons, hein, l'oral, l'écrit, les feuilles d'information de la Société française de cardiologie, etc. Mais il faut un délai de réflexion d'au moins 24 heures et il faut la traçabilité de ça. Est-ce qu'il existe une différence selon son statut, si on est un statut public, un statut privé ou profession libérale? Alors, le privé et les libéraux, le privé à l'hôpital et les libéraux, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est une voie qui va être le tribunal civil, le TGI. Et en revanche, tout ce qui relève du secteur public, c'est le tribunal administratif. Mais après, les principes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une mission d'expertise qui est délivrée, un expert nommé, une mission d'expertise délivrée, une réunion avec l'expert et de l'ensemble des parties. Parfois, ce qu'on appelle un pré-rapport qui permet aux parties d'avoir en quelque sorte un brouillon de l'expertise sur lequel ils peuvent faire des remarques qu'on appelle des dires, et ensuite l'expert inclut les dires, répond définitivement dans son rapport, et ce rapport suit son cours ensuite et est exploité par le juge. Mais le juge n'est pas tenu de suivre le rapport de l'expert. La plupart du temps, comme nous sommes des auxiliaires occasionnels de la justice et que nous sommes des techniciens, le juge n'étant pas technicien, il s'appuie sur nos conclusions. Mais ce n'est pas une obligation. Quel est un médecin cardiologue qui est mis en cause judiciaire? Comment il doit réagir? Alors, je vais déjà donner un conseil qui n'est pas légal. Ah bon? Dites-nous. Ouais. Attention à nos oreilles. Si jamais vous vous trouvez au cours de votre carrière mis en cause, il faut immédiatement colliger tous les éléments du dossier, tout photocopier. Il faut faire un résumé de ce qui s'est passé pour vous en rappeler, parce que les affaires sont diligentées sur des années. Parfois, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. La justice en France est un peu lente. Donc, il faut colliger tout. Il faut faire un résumé. Il faut photocopier tout ce que vous avez dans le dossier et le sortir de votre lieu d'exercice pour qu'un jour, il n'y ait pas un inspecteur de police ou un commissaire qui vienne saisir le dossier et que vous n'ayez plus aucun moyen de vous rappeler ce qui s'est passé. Bon, alors il y a des comptes rendus informatiques, il y a tout ça, mais attention à ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est un conseil qui est illégal parce que normalement, les dossiers sont propriété des établissements, enfin des patients, mais doivent rester dans les établissements. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut avoir un avocat. Troisième point, il faut préparer l'expertise, parce qu'il y a toujours une expertise, et être présent. Et comme il y a toujours une déportation des expertises, c'est-à-dire que si vous exercez à Paris, on va vous mettre votre expertise à Lille, et un expert de Lille ou un expert à Marseille, pour éviter qu'il y ait collusion et qu'il y ait conflit d'intérêts. Eh ben, il faut consacrer la journée, prendre le train pour aller à Marseille, aller à votre expertise, parce que s'il y a un truc que les experts détestent, c'est la politique de la chaise vide. Donc jamais, jamais faire ça, toujours être présent. Voilà. Bon, merci Bernard Livarec pour ces 3 conseils. Et puis surtout, l'information, la communication et avoir une trace des échanges avec son patient, c'est aussi primordial. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce second magazine du CNCH 2019.